Ethan Miller avait à peine 3 ans lorsqu'un phénomène étrange commença. Il se mit à converser avec une présence invisible dans le jardin de leur maison. L'aspect déroutant était que personne d'autre ne pouvait percevoir cette personne, du moins, aucun adulte ne le pouvait. En l'espace de 2 mois seulement, 5 événements impossibles et étonnants se sont déroulés aux 5 avertissements profonds qu'un enfant de 3 ans n'aurait eu aucun moyen de connaître. Voici l'histoire captivante de ce qui s'est passé dans cette maison de Denver et du miracle inexplicable de la Vierge Marie. Avant que nous nous plongions plus profondément dans ce récit extraordinaire, veuillez partager dans les commentaires d'où vous nous regardez et l'heure actuelle de votre localité. Je suis impatient de voir la portée mondiale des miracles de la Vierge Marie. Les vies de la famille Thompson étaient sur le point d'être irréversiblement transformées. Michael, un ingénieur civil dévoué, commençait sa journée de travail ponctuellement à 7 heures du matin, ne rentrant pas avant 18 heures. Rachel, bibliothécaire de profession, trouvait réconfort et sens au milieu des livres, du catalogage et de l'atmosphère paisible qu'elle avait toujours chérie. Pendant 8 longues années, ils avaient désiré des enfants, expérimentant un cycle incessant d'attente pleine d'espoir suivi d'une déception écrasante. Les traitements coûteux qu'ils avaient suivis épuisaient non seulement leurs ressources financières, mais pesaient aussi lourdement sur leur morale. Puis, un jour, Rachel se tint devant le miroir de sa salle de bain et déclara à haute voix, « Assez. Je n'en peux plus. » C'est à ce moment crucial qu'ils décidèrent d'adopter. Le processus d'adoption, s'étendant sur 18 mois, fut un voyage rempli d'un mélange poignant d'espoir et d'appréhension pour Michael et Rachel. Finalement, par une fraîche matinée de mars, l'appel tant attendu arriva. Il y avait un garçon, âgé de 3 ans, nommé Ethan. Le premier aperçu de sa photo émut Rachel aux larmes. Ses cheveux châtain clair, légèrement en bataille, encadraient des yeux bleus qui semblaient démesurément grands pour son petit visage. Son expression dégageait une profonde gravité, comme s'il observait le monde avec une sagesse bien au-delà de ses jeunes années. Quand Ethan arriva chez eux un après-midi d'avril, il portait un tout petit sac à dos contenant tous ses biens terrestres, 3 ensembles de vêtements, une couverture usée et une petite voiture en plastique cassé. Ce fut l'un de ces moments inoubliables où l'on sait instinctivement que sa vie a irrévocablement changé, même si l'ampleur totale de ce changement reste insaisissable. Rachel ressentit cette profonde réalisation dès l'instant où Ethan franchit leur seuil. Il s'arrêta dans l'entrée, ses grands yeux scannant méticuleusement chaque détail, non pas avec la curiosité innocente typique d'un enfant, mais avec une prudence presque palpable. C'était comme s'il calculait silencieusement combien de temps il s'écoulerait avant qu'il ne soit de nouveau renvoyé. « Salut, Ethan », le salua Rachel, s'agenouillant pour croiser son regard. « Bienvenue chez toi. » Ethan n'offrit aucune réponse verbale, seulement un signe de tête poli. Cette politesse silencieuse caractérisa ses premiers jours avec eux. Ethan resta inhabituellement réservé et silencieux. Il ne demandait jamais rien, consommant tout ce qu'on lui servait sans la moindre plainte. Pendant la journée, il s'asseyait sur le canapé, observant silencieusement Rachel pendant qu'elle travaillait. Michael fit de sérieux efforts pour interagir avec Ethan, lui offrant des jouets, suggérant des jeux et même allumant des dessins animés. Ethan participait lorsqu'on le lui demandait, mais il manquait de l'étincelle d'énergie vibrante et naturelle que l'on trouve généralement chez les enfants de son âge. La nuit, Rachel entendait les angoisses de Michael depuis leur chambre. Et s'il ne s'ouvrait jamais? Et si nous n'arrivions pas à établir de lien avec lui? Il a juste besoin de temps, intervenait Rachel, bien que sa propre voix fût teintée de doute. La résidence des Thompson possédait un charmant jardin à l'arrière, de taille modeste mais entretenu par Rachel avec une profonde dévotion. Des rosiers, plantés il y a près d'une décennie lors de leur mariage, fleurissaient maintenant dans de magnifiques nuances de rose et de rouge. Un petit cerisier offrait un généreux couvert d'ombre pendant les mois d'été. La pelouse méticuleusement entretenue était l'endroit où ils avaient toujours imaginé des enfants jouant un jour. Dans le coin le plus isolé du jardin, niché et protégé par les rosiers, se tenait une ancienne niche en pierre, d'environ 1,50 m de haut. Dans cette niche reposait une statue de la Vierge Marie, sculptée dans le marbre et mesurant environ 1 mètre de haut. La Vierge Marie était représentée avec ses mains gracieusement tendues vers l'avant, comme pour offrir une bénédiction. Son visage serein était sculpté avec un détail exquis, et sa robe, peinte à l'origine d'un bleu doux, avait acquis une beauté presque éthérée au fil du temps, sublimée par le climat de Denver. Cette statue chérie avait appartenu à la grand-mère de Rachel. À son décès 2 ans auparavant, Rachel avait rapporté l'image chez elle, la plaçant avec soin dans le jardin. Michael la trouvait belle,
tandis que Rachel découvrait un immense réconfort dans sa présence, ayant l'impression qu'un morceau de sa grand-mère restait près d'elle. Aucun d'eux n'aurait pu prévoir qu'Ethan serait celui qui établirait la connexion la plus profonde avec elle. C'est un samedi après-midi, 3 semaines après l'arrivée d'Ethan, que Rachel remarqua pour la première fois quelque chose d'extraordinaire. Elle était dans la cuisine, préparant le déjeuner, quand son regard se porta vers la fenêtre donnant sur le jardin. Ethan était dehors, quelques jouets éparpillés sur l'herbe. Pourtant, Ethan ne jouait pas. Il se tenait immobile devant la niche, ses petites mains touchant doucement son bord de pierre, sa tête inclinée en arrière, les yeux fixés intensément sur la statue de la Vierge Marie. Rachel sourit doucement, une lueur d'espoir la réchauffa. Peut-être qu'Ethan commençait enfin à se sentir à l'aise. Le lendemain même, la scène se répéta. Immédiatement après le petit déjeuner, Ethan, pour la toute première fois, demanda sincèrement quelque chose. « Puis-je sortir ?»« Bien sûr, mon chéri, » répondit Rachel, surprise et ravie de sa demande. Depuis la fenêtre de la cuisine, elle regarda Ethan sortir par la porte arrière et marcher directement vers la niche. Il ne s'arrêta pas pour regarder ses jouets, il n'hésita pas. Il se déplaça avec un objectif clair vers ce coin tranquille et sacré du jardin. Et c'est là que Rachel réalisa qu'Ethan parlait. Sa voix était trop douce pour qu'elle puisse distinguer les mots, mais ses petites lèvres bougeaient indéniablement. Il faisait des pauses, comme s'il attendait une réponse, puis parlait à nouveau avec la même intensité sérieuse qu'elle avait commencé à observer en lui. Rachel essuya ses mains sur un torchon et sortit dans le jardin. Ethan, complètement absorbé, ne l'entendit pas s'approcher. Rachel ressentit une sensation de serrement dans sa poitrine. Elle éclaircit doucement sa gorge. Ethan se retourna rapidement, les yeux grands ouverts. Pendant un instant fugace, il ressembla à un petit garçon pris en flagrant délit de bêtise. « Ethan, » dit Rachel, s'approchant lentement, « à qui parles-tu, mon chéri ?» Ethan regarda la statue, puis Rachel. « À la dame en bleu. » Un frisson parcourut l'échine de Rachel. « La dame en bleu ?» Ethan désigna l'image de la Vierge Marie. « Elle est très gentille. » Rachel se trouva sans voix. Ce devait être l'imagination vive d'un enfant, se dit-elle, parfaitement normale pour son âge. Les jeunes enfants se créent souvent des amis imaginaires, surtout lorsqu'ils traversent des changements de vie importants. « Et que dit-elle » demanda Rachel, essayant de garder sa voix légère et désinvolte. Ethan hésita, semblant incertain s'il devait divulguer l'information. « Des choses importantes, dit-il finalement. Elle dit que tu veux que je reste, que tu ne vas pas me renvoyer. » Des larmes montèrent aux yeux de Rachel, brûlantes. Elle s'agenouilla sur l'herbe humide, se mettant à la hauteur d'Ethan. « Ethan, regarde-moi. » Il obéit, ses yeux bleus rencontrant les siens. « Tu ne vas nulle part. C'est ta maison maintenant, pour toujours. » Ethan la regarda un long moment. « C'est ce qu'elle a dit aussi, » confirma-t-il. Rachel n'avait pas encore mentionné cette conversation à Michael, hésitant à lui causer un souci inutile. C'était un simple fantasme enfantin, un mécanisme pour Ethan afin de gérer les profonds changements de sa vie. Au cours de la semaine suivante, une routine constante émergea. Chaque jour, en rentrant de la garderie où Rachel l'avait inscrit, Ethan demandait à aller dans le jardin. Il se dirigeait directement vers la niche, engageait une conversation calme et sérieuse pendant environ 10 minutes, puis, enfin, jouait avec ses jouets, commençant à montrer davantage le comportement insouciant attendu d'un enfant de 3 ans. Rachel l'observait depuis la fenêtre, trouvant cela à la fois doué, d'une manière subtile, légèrement troublant. Pourtant, Ethan semblait toujours sincèrement heureux lors de ses interactions avec la statue. C'est un jeudi, 2 semaines après que Rachel ait été témoin de ces conversations pour la première fois, que tout bascula irrévocablement. Ethan était dans le jardin, engagé dans son dialogue habituel, quand il se leva soudainement et courut dans la maison pas calmement, mais avec une urgence palpable. Il fit irruption par la porte de la cuisine, où Rachel préparait le dîner. « Maman Rachel !» C'était la première fois qu'il l'appelait « maman ». « Maman Rachel, il y a quelque chose qui ne va pas chez Monsieur Harrison. » Rachel laissa tomber le couteau qu'elle tenait. « Que as-tu dit ?»« La dame en bleu me l'a dit. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Monsieur Harrison. Quelque chose qui sent mauvais et qui est dangereux. Elle a dit, il faut lui dire tout de suite. »
Monsieur Harrison était leur voisin âgé qui vivait seul à côté. Veuf depuis 5 ans, c'était un homme aimable mais réservé que Rachel voyait occasionnellement lorsqu'il s'occupait de son jardin. « Ethan, comment sais-tu » Ethan lui saisit la main avec une force surprenante pour un si petit enfant. Elle a dit que c'est urgent. Quelque chose dans le sérieux absolu d'Ethan, ses yeux bleus fixés sur elle, et l'urgence dans sa voix fit hésiter Rachel. C'était ce sentiment inexplicable lorsqu'une voix intérieure vous pousse à tenir compte d'un avertissement, même lorsqu'il défie toute explication logique. Rachel le ressentit distinctement. « D'accord, nous allons le prévenir. » Elle décrocha le téléphone, puis hésita. Cela semblerait absolument ridicule d'appeler un voisin et de transmettre un avertissement de la part de son enfant de 3 ans. Pourtant, l'urgence d'Ethan était bien trop réelle pour être ignorée. Elle se dirigea vers la clôture séparant leur jardin. Monsieur Harrison était dans son garage, rangeant des outils. « Monsieur Harrison !» Il se retourna, un sourire aimable sur le visage. « Salut, Rachel. Tout va bien ? Je sais que cela va paraître étrange, mais avez-vous senti quelque chose d'inhabituel chez vous ces derniers temps ?» Son sourire s'évanouit. « Pourquoi cette question ? C'est juste que mon fils a mentionné qu'il sentait quelque chose venant de votre direction. Ce n'est probablement rien, mais... » Monsieur Harrison fronça les sourcils. « C'est drôle que vous le mentionniez. Ces dernières nuits, j'ai remarqué une odeur étrange dans la cuisine. Un peu sucrée. » L'estomac de Rachel se serra d'appréhension. « Peut-être cela vaut-il la peine de vérifier vos conduites de gaz. » Monsieur Harrison acquiesça et appela immédiatement la compagnie de gaz. Un technicien arriva 1 heure plus tard. Rachel était dans sa cuisine lorsqu'elle entendit frapper à la porte avec urgence. C'était Monsieur Harrison, le visage cendreux. « Rachel », sa voix tremblait, « le technicien a trouvé une fuite dans la conduite de gaz externe, juste derrière le mur de la cuisine. Il a dit qu'elle était petite, mais qu'elle était là. Si elle n'avait pas été trouvée, elle aurait pu provoquer une dangereuse accumulation, un incendie, ou pire. » Rachel sentit ses jambes s'affaiblir sous elle. « Comment votre fils a-t-il su » demanda Monsieur Harrison, sincèrement perplexe. « L'a-t-il senti de l'extérieur » Je ne sais pas, balbutia Rachel, mais au fond d'elle, elle savait. Ethan n'aurait pas pu le sentir. Il jouait dans le jardin arrière, loin de la maison de Monsieur Harrison, et la fuite était cachée derrière un mur. Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi, Rachel confia enfin ses doutes à Michael. Il a dit que la dame en bleu le lui avait dit, expliqua-t-elle, observant l'expression de Michael passer de sceptique à profondément inquiet. Rachel, ce n'était qu'une coïncidence. Ça devait l'être. Comment, Michael ? Comment un enfant de 3 ans peut-il être au courant d'une fuite de gaz que même le voisin n'a pas remarqué ? Michael n'eut aucune réponse. Les jours continuèrent leur rythme. Mais laissa place à juin, apportant des températures plus chaudes et une profusion de fleurs dans tout le jardin. Ethan maintenait ses conversations quotidiennes avec l'image de la Vierge Marie. Rachel l'observait maintenant avec un mélange complexe de fascination et d'une émotion qu'elle ne pouvait pas vraiment articuler. C'est un mardi, 10 jours après l'incident avec Monsieur Harrison, que la deuxième situation extraordinaire se déroula. Rachel avait visité la pharmacie pour chercher son médicament habituel contre l'anxiété, une ordonnance qu'elle prenait depuis des années, même ordonnance, même pharmacie, même routine inébranlable. Elle arriva chez elle et plaça le flacon sur le comptoir de la cuisine en rangeant le reste de ses courses. Ethan, qui coloriait à la table du salon, se leva immédiatement en voyant le flacon. Il marcha vers la cuisine, ses yeux fixés intensément sur le médicament. « Mère Rachel, ne le prends pas. » Rachel le regarda, perplexe. « Quoi, mon chéri ? » « Le médicament. La dame en bleu a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que si tu le prends, tu vas tomber très malade. » Un éclair d'irritation se mêla à l'inquiétude de Rachel. Elle se réprimanda d'avoir pris au sérieux l'imagination d'un enfant de 3 ans concernant ces médicaments. « Ethan, c'est le même médicament que je prends toujours. » « Mais c'est faux. » Sa voix monta, remplie d'une sincérité urgente. Elle a dit, « C'est dangereux. » Ethan saisit la main de Rachel, ses yeux grands et graves. « S'il te plaît, mère Rachel, s'il te plaît. » Rachel regarda son petit visage,
l'urgence véritable dans son expression, et le souvenir de la fuite de gaz lui traversa l'esprit. D'accord, je vais vérifier. Elle décrocha le téléphone et composa le numéro de la pharmacie. Bonjour, ici Rachel Thompson. J'ai récupéré mon ordonnance plus tôt aujourd'hui, et j'aimerais confirmer que tout est correct. L'employée, Janet, que Rachel connaissait depuis des années, répondit, bien sûr, un instant. Rachel attendit, se sentant complètement idiote. Ce devait être juste l'imagination d'Ethan. Madame Thompson, la voix de Janet, maintenant tendue, rompit le silence. Pourriez-vous me lire le numéro de l'eau sur l'étiquette s'il vous plaît? Rachel lut les numéros. Un long silence troublant suivit à l'autre bout du fil. Madame Thompson, continua Janet, sa voix encore plus tendue, pourriez-vous revenir ici tout de suite? L'estomac de Rachel se serra. Pourquoi? Que s'est-il passé? Venez juste et apportez le flacon. 15 minutes plus tard, au comptoir de la pharmacie, la gérante, Patricia, l'attendait. Rachel n'avait jamais vu Patricia aussi pâle. Madame Thompson, commença Patricia, sa voix prudente, il y a eu une très grave erreur. C'est le mauvais médicament. Rachel sentit le monde vaciller sous elle. Que voulez-vous dire? Il y a eu une confusion dans le système. C'est rare, mais cela arrive. Le problème est que le médicament dans votre flacon, avec votre tension artérielle et vos antécédents médicaux. Patricia hésita. Si vous aviez pris votre dose habituelle, vous auriez eu une réaction très grave, nécessitant peut-être une hospitalisation. Rachel pouvait à peine respirer. J'ai failli le prendre ce matin. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que mon fils. Elle s'interrompit, réalisant l'impossibilité d'expliquer. Patricia prépara rapidement une nouvelle ordonnance, la vérifiant 3 fois avant de la lui remettre. Dans sa voiture, Rachel resta assise pendant 10 minutes, ses mains tremblant de manière incontrôlable sur le volant, avant de pouvoir même envisager de conduire. Quand elle arriva enfin à la maison, Ethan jouait avec ses petites voitures dans le salon. Il leva les yeux en la voyant entrer. Rachel s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Merci, mon amour. »« Merci. » Cette nuit-là, la conversation avec Michael fut nettement différente. 2 fois, Michael, souligna Rachel. 2 situations où il savait des choses impossibles. Michael passa une main sur son visage, visiblement perturbé. « Qu'est-ce que tu suggères? Que notre fils de 3 ans ait quoi? Qu'il a des visions? Qu'il parle vraiment à la Vierge Marie? » Formulé à voix haute, cela semblait absurde, absolument impossible. Pourtant, il ne pouvait nier les faits indéniables. « Je ne sais pas quoi croire, » admit Rachel, mais je ne peux pas l'ignorer non plus. Les semaines passèrent. Mais laissa place à juin, apportant avec lui un temps plus chaud. Les rosiers du jardin éclatèrent en d'éclatantes explosions de couleurs. Ethan continuait ses conversations quotidiennes avec la statue. Rachel et Michael l'observaient maintenant avec un mélange profond de révérence et d'une appréhension croissante de ce qui pourrait se passer ensuite. C'est un vendredi matin que la 3e situation extraordinaire se produisit. Michael était dans son bureau à domicile, préparant méticuleusement des présentations pour une réunion cruciale à Chicago le lundi suivant. Il prévoyait de partir le dimanche après-midi, endurant 10 heures de route pour Chicago afin d'assurer amplement de temps pour la préparation avant la réunion. Ethan entra dans le bureau ce matin-là. Michael, absorbé par son écran d'ordinateur, enregistra à peine sa présence. « Père Michael. » Michael leva les yeux. « Salut, champion. Tout va bien? » Ethan hésita. La dame en bleu a dit quelque chose d'important. Michael sentit un serrement familier dans sa poitrine. Après la fuite de gaz et le mauvais médicament, il avait développé un respect prudent pour les messages d'Ethan. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu ne peux pas prendre la route que tu prends toujours. Il y a du danger. Beaucoup de danger. Michael fronça les sourcils. Danger? Quel genre de danger? Elle a dit que c'est très mauvais et que tu dois prendre un autre chemin. Michael regarda l'enfant de 3 ans debout dans l'entrée. Une partie de lui voulait rire de l'absurdité, pourtant une autre partie ressentait un véritable tremblement de peur. Ethan, c'est l'itinéraire le plus direct que je prends toujours, pour nous rejoindre.
Mais tu ne peux pas cette fois, insista Ethan, des larmes commençant à monter à ses yeux. S'il te plaît, Père Michael, s'il te plaît. Elle a dit que c'est très important. Rachel apparut derrière Ethan, elle avait tout entendu. Elle et Michael échangèrent un long regard significatif, une de ces conversations silencieuses que les couples partagent et qui transmettent des volumes entiers sans mots. Michael, dit-elle doucement, après tout ce qui s'est passé. Le dimanche après-midi, Michael partit. Il embrassa Rachel et Ethan à la porte. Le voyage se déroula sans incident. Michael arriva à Chicago à 4 heures du matin, complètement épuisé mais en sécurité. Le lundi matin, en dégustant son café à l'hôtel avant sa réunion, il alluma la télévision et vit les nouvelles. Un grave accident impliquant plusieurs véhicules avait complètement bloqué l'autoroute principale la nuit précédente pendant plus de 6 heures. Au moins 4 personnes étaient gravement blessées lorsqu'un camion a perdu le contrôle. Michael sentit le sang lui quitter le visage. L'accident s'était produit vers 19 heures précisément quand il aurait traversé cet endroit, pris en plein milieu. Ses mains tremblaient si violemment qu'il faillit renverser son café. Quand il revint à Denver le mercredi, il entra dans la maison et alla directement au jardin, où Ethan était avec Rachel. Il s'agenouilla devant Ethan. « Merci, dit-il, la voix nouée par l'émotion. « Merci. » Ethan acquiesça simplement, comme s'il comprenait parfaitement ce que Michael reconnaissait. Cette nuit-là, après qu'Ethan soit allé se coucher, Michael et Rachel restèrent assis ensemble sur le canapé dans un silence prolongé. « Je ne peux plus prétendre que c'est une coïncidence », rompit finalement le silence Michael. 3 fois, Michael. 3 situations où il savait des choses qui ont sauvé des vies. Rachel acquiesça d'un hochement de tête solennel. « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » « Je ne sais pas, admit Michael, mais je crois. Je crois que nous l'acceptons, et nous écoutons quand il parle. » Juin progressa. L'été s'abattit sur Denver avec force, apportant des jours chauds et secs qui nécessitaient un arrosage quotidien des rosiers. Ethan continuait ses conversations dans le jardin, mais maintenant Rachel et Michael l'observaient avec un mélange profond de révérence et de gratitude profonde. C'est durant la dernière semaine de juin que la 4e situation extraordinaire se manifesta. Sarah, la sœur cadette de Rachel, résidait à Boulder, à environ 1 heure de route. Leur relation était compliquée, elles avaient été proches enfants, mais pendant leur adolescence, quelque chose avait changé. Compétition, jalousie et mots durs, une fois prononcés, n'avaient jamais été vraiment retirés. Au cours des 2 dernières années, elles s'étaient à peine parlé. C'était un samedi matin. Rachel préparait des crêpes quand Ethan entra dans la cuisine. « Maman Rachel, tante Sarah est malade. » Rachel se retourna brusquement. « Quoi ? » La dame en bleu me l'a dit. « C'est très grave. Elle doit aller chez le médecin tout de suite. » Rachel sentit un serrement familier dans sa poitrine. « Ethan, tu n'as jamais rencontré Sarah. Comment sais-tu cela ? » La dame en bleu me l'a montré. Elle a dit qu'il est urgent que tu l'appelles maintenant. Rachel regarda Michael, qui avait interrompu sa lecture du journal. Ethan, Sarah et moineux. Commença Rachel, puis s'arrêta. Après la fuite de gaz, l'erreur de médicaments et l'accident que Michael avait miraculeusement évité grâce à un avertissement, comment pouvait-elle l'ignorer ? Elle décrocha le téléphone, ses mains légèrement tremblantes, et composa le numéro de Sarah. Elle sonna 4 fois. Rachel était sur le point de raccrocher quand elle entendit la voix de sa sœur. « Allô ?» La voix était tendue, forcée, trahissant une douleur à peine dissimulée. « Sarah, c'est Rachel. » Un silence stupéfait. « Rachel, tu vas bien ? » Je sais que ça va paraître étrange, mais vas-tu bien physiquement ? Un autre silence, plus long cette fois. Pourquoi cette question ? La voix de Sarah était prudente maintenant. Réponds-moi juste, s'il te plaît. Souffres-tu ? Rachel entendit un son étouffé à l'autre bout, prenant un moment pour réaliser que Sarah pleurait. Comment savais-tu ? Réussit finalement à chuchoter Sarah. Je n'ai rien dit à personne. Des larmes brûlaient dans les propres yeux de Rachel. Que se passe-t-il ? J'ai de terribles douleurs abdominales depuis près d'1 semaine, mais je croyais que c'était juste quelque chose que j'avais mangé, ou des crampes, ou je ne sais pas. J'avais peur d'aller chez le médecin et de découvrir que c'était grave.
Sarah, tu dois aller à l'hôpital maintenant. Rachel, je. Maintenant, Sarah, s'il te plaît, fais-moi confiance. Quelque chose dans la voix de Rachel urgence, la peur et un courant sous-jacent d'amour força Sarah à accepter. Rachel et Michael prirent Ethan et conduisirent à Boulder. Dans les heures qui suivirent, alors qu'ils attendaient anxieusement à l'hôpital, Rachel serra la main de Michael si fort qu'elle lui laissa des marques. Finalement, un médecin apparut. « Êtes-vous de la famille de Sarah Thompson ? Je suis sa sœur. » Rachel se leva rapidement. « Votre sœur avait une appendicite aiguë. Elle était sur le point de rompre. Nous avons réussi à opérer à temps, mais c'était très juste. Quelques heures de plus. » Le médecin secoua la tête d'un air sombre. Elle a eu beaucoup de chance d'être venue. Rachel faillit s'effondrer, Michael la retenant alors qu'elle pleurait de soulagement. Quand ils furent enfin autorisés à voir Sarah, elle était pâle mais éveillée. « Comment savais-tu, Rachel ?» furent ses premiers mots. Rachel regarda Ethan, qui se tenait tranquillement à côté de Michael. « C'est une longue histoire, dit-elle finalement. À ce moment-là, quelque chose de profond avait changé entre les sœurs. Les murs qu'elles avaient méticuleusement construits au fil des ans commencèrent à s'effondrer. Sarah prit la main de Rachel. « Merci, chuchota-t-elle. Tu m'as sauvé la vie. » Juillet arriva. Sarah se rétablit complètement et commença à visiter Denver régulièrement. Elle et Rachel se parlaient maintenant presque tous les jours, s'appliquant à rattraper les années perdues. Pourtant, Rachel et Michael savaient tous deux que quelque chose de bien plus grand se déroulait. Et puis vint le 5e et dernier événement. C'était la 2e semaine de juillet. Les prévisions météorologiques avaient émis des avertissements concernant de fortes tempêtes approchant pour le week-end, ce qui n'était pas inhabituel, l'été au Colorado apportait souvent des orages soudains et intenses. C'était jeudi après-midi. Ethan était dans le jardin, engagé dans sa conversation habituelle, mais cette fois, quand il eut fini, il courut dans la maison pas seulement rapidement, mais sanglotant de manière incontrôlable. « Maman Rachel. Papa Michael. » Il fit irruption dans le salon où ils se trouvaient tous les deux, des larmes coulant sur son visage. Rachel le prit immédiatement dans ses bras. « Ethan, que s'est-il passé ?» À travers ses sanglots, Ethan réussit à articuler « L'arbre de Madame Coleman, le grand, va tomber. Il faut la prévenir tout de suite. » Madame Coleman était une voisine veuve qui habitait juste en face. Son jardin comportait un colossal peuplier de 50 ans, avec d'énormes branches qui s'étendaient de manière inquiétante au-dessus de sa maison. Michael et Rachel échangèrent des regards inquiets. « Ethan, » commença Michael doucement, « les arbres ne tombent pas comme ça. Cet arbre est là depuis des décennies. Mais il va tomber. » Ethan criait presque maintenant. La dame en bleu me l'a montré. Il va tomber directement dans la pièce où Madame Coleman dort. Rachel sentit des frissons lui parcourir l'échine. 4 fois auparavant, Ethan avait été précis, et 4 fois, il avait eu absolument raison. « J'y vais, » déclara Michael, déjà debout. Il traversa la rue et sonna à la porte de Madame Coleman. Elle ouvrit, un sourire aimable sur le visage. « Michael, quelle agréable surprise. Entrez. Madame Coleman, je sais que cela va paraître absolument fou, mais je dois vous dire quelque chose. » 5 minutes plus tard, il était de retour. « Alors ?» demanda Rachel anxieusement. Elle était très polie, rapporta Michael. Elle a dit que l'arbre est sain, inspecté il y a 2 ans, mais... Il hésita. J'ai vu quelque chose sur son visage. Je pense qu'elle y réfléchit. Le vendredi, la tempête arriva. Elle commença par une pluie normale et abondante, mais s'intensifia rapidement. Les vents commencèrent à hurler furieusement autour de la maison. Le tonnerre secoua les fondations même des fenêtres. Et puis, à précisément 21h37, ils l'entendirent, un fracas si assourdissant qu'il fit trembler le sol, sonnant comme si le monde lui-même s'effondrait. Michael courut à la fenêtre de devant. Le colossal arbre dans le jardin de Madame Coleman était tombé. Pas sur le côté, pas en arrière, mais directement sur sa maison. D'énormes branches avaient transpercé le toit, démolissant complètement la zone où se trouvait la chambre principale. « Oh mon Dieu !» murmura Rachel. Michael attrapait déjà le téléphone,
se précipitant dehors sous la pluie torrentielle. D'autres voisins, eux aussi, se pressaient dehors, criant à l'alarme. Mais ensuite, de la porte de la maison en ruine, Madame Coleman émergea, terrifiée, mais miraculeusement vivante. Elle pleurait lorsque Michael l'atteignit. « J'étais dans la chambre d'amis », réussit-elle à dire entre les sanglots. « Votre avertissement. » Je ne pouvais pas arrêter d'y penser, alors j'ai décidé de dormir dans l'autre pièce juste pour être en sécurité. Si j'avais été dans ma chambre. Elle regarda l'épave, les énormes branches qui avaient complètement écrasé le lit où elle dormait habituellement. Cela aurait été fatal sans aucun doute. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans le quartier, le petit garçon de 3 ans qui avait sauvé la vie de sa voisine. Les gens commencèrent à poser des questions, certains poussés par la curiosité, d'autres par le scepticisme, et d'autres encore par une profonde révérence. Rachel et Michael commencèrent à se sentir mal à l'aise avec l'attention grandissante, mais plus vivement, ils commencèrent à s'inquiéter pour Ethan. Le lundi suivant, Ethan sortit dans le jardin. Rachel l'observa depuis la fenêtre. Il s'assit devant la niche et conversa longtemps, presque 20 minutes, beaucoup plus longtemps que d'habitude. Rachel observa Ethan posant des questions, puis écoutant attentivement, la tête inclinée en pleine attention. Elle vit des larmes apparaître dans ses yeux, puis le regarda acquiescer, acceptant quelque chose. Quand Ethan se leva finalement, ses yeux étaient rouges et humides, mais son visage affichait une paix profonde, une sérénité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il rentra à l'intérieur. Rachel s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Qu'a-t-elle dit » ? « Il a dit que j'avais aidé ceux qui en avaient besoin, et que maintenant, c'est bon pour moi d'être juste un enfant. » Il marqua une pause, essuyant ses larmes. « Il a dit qu'elle prendrait toujours soin de moi, même si je ne lui parle pas tous les jours, et qu'elle est fière de moi. » Rachel serra Ethan fort dans ses bras, ses propres larmes coulant silencieusement. Ce fut la dernière fois qu'Ethan parla à l'image de la Vierge Marie de cette manière extraordinaire. Les mois s'écoulèrent doucement. Juillet laissa place à août, puis septembre. L'été commença sa gracieuse concession à l'automne. Ethan subit une transformation remarquable. Ce changement n'était pas seulement superficiel, bien qu'il ait grandi et soit devenu plus expressif et ouvert. C'était un changement plus profond, plus fondamental. Il commença à vraiment jouer, à rire aux éclats avec une joie sans retenue, à nouer des amitiés à la garderie, à demander avec enthousiasme à Michael de jouer au ballon avec lui, et à aider Rachel dans le jardin, plantant des fleurs et les arrosant avec un arrosoir comiquement petit pour ses mains. Il fréquentait toujours le jardin, passait toujours devant le petit sanctuaire. Parfois, il faisait une pause et regardait l'image, mais il ne conversait plus avec elle. C'était plus comme une reconnaissance silencieuse, un salut discret à un vieil ami. Ethan était, finalement et complètement, juste un enfant. Un dimanche matin, Rachel était dans le jardin, arrosant ses plantes, quand Ethan sortit pour jouer. Il s'arrêta momentanément devant le sanctuaire, toucha doucement sa base de pierre, sourit tendrement à l'image, puis continua à courir pour attraper son ballon. Rachel regarda, des larmes brûlant dans ses yeux. « Merci », murmura-t-elle à l'image. « Merci, Vierge Marie, de nous l'avoir amené. De nous avoir rapprochés les uns des autres. » Une douce brise fit onduler les rosiers, et pendant un instant fugace, Rachel jura sentir des roses, un arôme beaucoup plus fort qu'il n'aurait dû l'être, un parfum doux et réconfortant qui l'enveloppa comme une étreinte. Mais cela ne dura qu'un instant. L'image de la Vierge Marie se tient toujours inébranlable dans le jardin des Thompson. Rachel continue d'entretenir les roses autour d'elle avec une dévotion inébranlable. Ethan ne le commande jamais, ne mentionne jamais les profondes conversations qu'il y a eu autrefois. Était-ce une simple coïncidence? L'imagination vibrante d'un enfant? Ou était-ce un miracle indéniable de la Vierge Marie? Ce que nous savons, c'est que pendant 2 mois remarquables, dans une maison par ailleurs ordinaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit et quelque chose qui défie toute explication logique. C'était quelque chose qui a sauvé des vies, quelque chose qui a guéri des relations brisées, quelque chose qui a transformé une famille. Et un petit garçon de 3 ans, autrefois effrayé, seul et cherchant sa place dans le monde, a finalement trouvé sa place en devenant un instrument de quelque chose de bien plus grand que lui-même. Avant de conclure, je vous invite à rejoindre notre communauté de prière pour la Vierge Marie, un espace sacré de foi et d'espoir où des personnes des 4 coins du globe s'unissent pour prier et partager les grâces qu'elles ont reçues. Si vous ressentez un désir sincère de faire partie de cette puissante chaîne de prière,
veuillez cliquer ci-dessous et devenir membre de la chaîne dès aujourd'hui. Venez, priez avec nous. Et si vous avez cheminé avec nous jusqu'à la fin de l'histoire d'Ethan, je vous demande une faveur, écrivez « Dame en bleu » dans les commentaires. Ce sont les mots qu'un petit garçon a utilisés pour décrire celle qui l'a guidé. Je veux être témoin du nombre de cœurs que cette histoire a réellement touché. Et chaque fois que je lirai « Dame en bleu » dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie continuent de se produire. Si cette histoire a résonné dans votre cœur, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.